Retour sur le plateau de France 3 Provence-Alpes pour vivre cette soirée électorale. Nous allons nous intéresser pour cette deuxième partie de soirée à une élection, l'élection départementale. C'était l'autre vote de ce dimanche avec bien sûr des résultats et puis des tendances et des analyses avec vous Thierry Bézard. Absolument, des invités sont déjà autour de cette table. On reviendra évidemment sur les élections régionales, mais on fera le point sur ces élections départementales qui sont des élections extrêmement importantes. Il ne faut pas l'oublier. Et puis bien sûr, priorité au direct. Nos équipes sont mobilisées sur le terrain. Nous sommes présents dans tous les départements de Provence-Alpes. Vous allez voir le dispositif. Nous sommes bien sûr à Marseille pour les Bouches-du-Rhône. Nous serons aussi à Avignon pour le Vaucluse. Nous retrouverons aussi nos équipes dans les Alpes à Digne-les-Bains ou encore à Gap. Et puis pour terminer, bien sûr, dans le Var avec Flore Fenouillet. Mais je vous propose tout de suite, si ça fonctionne, de retrouver Sophie Acarias. Sophie, bonsoir. Est-ce que vous avez pu avoir un petit peu des résultats des tendances? Vous êtes devant le QG de Martine Vassal. C'est la présidente sortante LR du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Est-ce qu'on a le sourire ou pas? Oui, bonsoir Nathalie, difficile d'avoir des informations. Pour nous, c'est une soirée à la porte. Vous le voyez, nous n'avons pas le droit de rentrer dans le QG de Martine Vassal. Le mot d'ordre, la presse reste à l'extérieur. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une série de couacs dans la matinée et que Yves Morenne, candidat LR Marseille 12, a même décidé de porter plainte pour une série d'irrégularités présumées. Quelques résultats tout de même. Sur le canton de La Ciotat, c'est le binôme emmené par le RN qui serait en tête. Autre résultat dans la ville de Marignane. Là, c'est le maire d'Union, le binôme d'Union droite, Éric Ledizès, qui serait en tête. Dans le canton Marseille 10, celui de Martine Vassal, elle ne serait pas menacée. Nous attendons peut-être d'ici quelques minutes son intervention, mais nous n'en avons aucune certitude. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, Nathalie, ce soir. Merci encore, Sophie Acarias. On attend d'autres réactions dans quelques minutes. Tout de suite, je vous propose de prendre la direction du Var pour retrouver le président sortant, Marc Giraud, président LR. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir Marc Giraud, merci d'accepter de répondre à nos questions. Oui, d'abord une réaction, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez déjà une tendance qui se dégage? Oui, est-ce que la droite a gardé son champ d'avance par rapport à 2015? Sans aucun souci. Sans aucun souci. Nous serons au deuxième tour et nous serons de nouveau la majorité départementale. Est-ce que vous avez plus de précisions, justement, quelques chiffres, quelques tendances? Eh bien non, je viens de vous expliquer que vu les résultats que j'ai, je peux vous dire que nous serons encore une fois la majorité départementale dans le Var. Marc Giraud, en 2015, le Rassemblement national avait gagné 3 cantons. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en mesure de continuer à conserver ces cantons, notamment à la Seine-sur-Mer, Gare et Oult, ou encore Fréjus, ou est-ce que la droite a pu remporter à nouveau ces cantons? Ah bien écoutez, moi je ne lis pas dans la boule de cristal. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'ils n'auront pas, je pense, plus de cantons que ce qu'ils ont eu en 2015. Marc Giraud, peut-être avant de nous quitter, une réaction par rapport à ces premiers résultats au régional, ces tendances? Ah ben écoutez, une fois de plus, les sondages ont été déjoués et mon ami Renaud Muselier prouve une fois de plus que nous sommes plus qu'opérationnels et nous allons gagner contre Mariani et le Front National. Il n'y aura donc pas, Marc Giraud, l'effet Mariani, vous le pensez, sur votre département? Ah, pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup, merci Marc Giraud. Je vous propose à présent de partir dans les Alpes pour d'autres réactions. Nous allons retrouver Véronique Bouvier dans les Alpes de Haute-Provence. Véronique, est-ce que vous avez... Voilà, est-ce que vous avez une tendance aussi qui se dégage dans le département, des résultats?
premiers résultats? Oui, effectivement. Oui, effectivement, nous commençons à voir un certain nombre de résultats. D'abord, Digne 1, où le président sortant, René Massette, se représentait. Il est en tête. Alors, la petite surprise, c'est la liste qui arrive en seconde position. Ce sont les écologistes et les communistes qu'on n'attendait pas forcément là. Il y a aussi le canton de Castellane, où là, les résultats sont joués. C'est-à-dire que c'est la droite qui l'emporte, Magali Surle. Nous avons également sur le canton de Seine Jean-Yves Roux qui est à gauche, qui est largement en tête. Il s'en est fallu de peu pour qu'il passe au premier tour. À Sisteron, il semblerait que la droite soit également en tête. Alors évidemment, ces résultats sont à prendre quand même avec précaution parce que pour l'instant, il sera difficile de dire qui sera le président du conseil départemental, évidemment, et si surtout ce conseil départemental reste à gauche, ou est-ce qu'il peut basculer à droite? Il y a encore des cantons qui sont incertains. Un canton à Valençol où le Rassemblement national est bien positionné. Du côté de Manosque, Camille Galtier, maire sortant, était en tête, mais légèrement. Pour le moment, nous n'avions pas tous les résultats. Donc il faut être encore un petit peu patient, mais petit à petit. Donc nous commençons à voir une certaine tendance qui se décide. Merci encore Véronique Bouvier. Nous revenons vers vous avec, si vous avez de plus amples résultats. Je propose d'aller à présent dans le Vaucluse où le Rassemblement national et plus largement les partis d'extrême droite, avec notamment un parti de Ligue Sud, fait toujours de bons scores. On retrouve sur place, bonsoir Frédéric Poré. Est-ce que vous avez des tendances vous aussi, des résultats et peut-être des surprises à annoncer ? Alors effectivement, le RN et la Ligue du Sud résistent, mais il faut dire en Vaucluse que les partis traditionnels résistent bien, même très bien. C'est la prime au ressortant qui ressort des premiers résultats partiels. Avec un exemple, dans le canton de Sorgues, Thierry Lagneau, LR, arrive largement en tête. C'est le maire de Sorgues. Il arrive avec 49%, devant le RN à 35%. En 2015, les deux partis étaient au coude à coude à l'issue du premier tour. La dynamique de Thierry Mariani ne semblerait pas fonctionner. Alors reste à savoir si l'union de la gauche sera un bonus pour ces candidats, parce que c'est vraiment une première. En 2015, c'était plutôt la gauche désunie. À mes côtés, donc, André Castelli. Bonsoir. Vous êtes candidat sortant dans le canton 3 d'Avignon. Et donc là, vous vous présentez avec l'étiquette de la gauche unie. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir dans votre canton ? Ce qu'on peut dire, c'est reprendre ce que vous avez dit très justement, c'est qu'on nous attendait le grand chamboulement. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé, puisque par exemple, effectivement, sur le canton Avignon 3, dont je précise que c'est un canton qui est constitué d'une commune qui a été emportée par le Front National en 2014, pardon. Le résultat nous laisse encore espérer une possible victoire, puisque les mêmes conditions sont réunies qu'en 2015. Ce qui est quand même un élément important. Sur Avignon même, donc notre résultat, c'est un résultat équivalent avec le Front National. Sur Morières, effectivement, nous sommes légèrement en retard au regard de la prégnance de la mairie, mais tout est à jouer, rien n'est emporté, et je pense que notre capacité à mobiliser notre propre stratégie de rassemblement à gauche, puisque nous étions la seule liste de rassemblement à gauche sur le canton, et notre capacité à mobiliser, y compris les abstentionnistes, fera que nous pouvons l'emporter très très valablement, et pour pouvoir mener encore des politiques de solidarité, d'action sociale, etc. Voilà ce qu'on peut dire à cette heure-ci en Vaucluse. Merci encore Frédéric Poré. On va laisser place maintenant au débat et puis aux invités, Thierry Bézère, avec pour le moment, donc pas de grosse surprise. Alors Mariette Carlotti est restée avec nous, sénatrice socialiste pour le département des Bouches-du-Rhône. Sylvain Souvestre nous a rejoint. Vous êtes le maire Les Républicains pour les 11 et 12e arrondissements de la cité phocéenne. Merci à vous d'être avec nous. Mohamed Ben Saada, bonjour. Vous êtes toujours évidemment candidat dans le canton 5 de la ville de Marseille qui regroupe les quartiers nord, 13e,
3e, 14e arrondissement de la cité phocéenne. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur les élections régionales. Sylvain Souvestre, la position de Renaud Muselier a été extrêmement discutée au sein même de votre parti ce soir. Les résultats lui donnent raison? Écoutez, surtout, je pense que ce soir, c'est la prime au bilan et au travail, que ce soit au niveau de la région avec Renaud Muselier ou du département avec Martine Vassal. Clairement, les électeurs ont soutenu le travail qui a été fait et surtout sur le projet également. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on l'a vu, il y a une forte abstention. Généralement, elle a tendance à favoriser les partis extrêmes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et vraiment, la prime est au travail et au bilan sur les deux. Je repose ma question autrement. Il a bien fait d'intégrer des membres ou des sympathisants de La République En Marche sur sa liste. Au sein des Républicains, même dans notre département, ça a été diversement apprécié. Monsieur Tessier était contre, Julien Aubert, qui sera sur notre plateau tout à l'heure aussi, Éric Ciotti, David Lisnard. Alors, ça a été très discuté au sein du parti, mais il paraît que ce sont les gagnants qui ont raison. Donc, aujourd'hui, il a clairement exprimé qu'il donnait la place au talent. Je note surtout que c'est une faiblesse du Rassemblement national aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Et ce que je note aussi, c'est que les Républicains restent le premier parti en France, contrairement à ce qu'avaient annoncé les sondages. Et ça, c'est un élément très important, contrairement à ce qu'a pu être dit. Alors, vous avez vu des chiffres de nos estimations sorties des urnes réactualisées avec une avance de Thierry Mariani qui s'accentue, mais très légèrement. Mohamed Ben Saada, votre réaction sur ces élections régionales? La France insoumise n'a pas décidé de participer au scrutin. Est-ce que vous pensez, à la vue des résultats de ce soir, que finalement le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui est le vôtre, a pris la bonne décision? Complètement, surtout en région PACA où effectivement on ne voulait absolument pas rajouter de la confusion au chaos qui s'annonce. J'entends le triomphalisme légèrement déplacé de M. Souvestre ce soir qui clame effectivement que c'est une victoire. Moi, je suis consterné en tant que citoyen français, même pas en tant que militant, du déroulement de cette élection départementale, régionale et du taux d'abstention qui confine carrément à un véritable suicide démocratique. Lent, mais un véritable suicide démocratique. On devrait toutes et tous, ce soir, solennellement prendre des décisions, des engagements pour lutter réellement contre cette désaffection. Et cette désaffection, elle est consécutive à des années de politique qui ne tiennent pas en compte les aspirations légitimes des citoyens et surtout à un débat qui ne pose pas les vraies questions, notamment sur la régionale où on a parlé de la sécurité pendant pratiquement 1 mois et demi, ce qui n'est absolument pas une compétence de la région. La position de la France insoumise sur le front républicain, parce que évidemment c'est un sujet qui est d'actualité ce soir, elle est très claire, pas de front républicain ce soir, quand vous voyez le risque que ça peut entraîner, est-ce que vous êtes toujours sur cette position? Le risque, le terme n'est peut-être pas approprié, mais enfin, quelle est votre position? Vous restez toujours là-dessus? Nous, à la France Insoumise, et je mets au défi n'importe qui sur ce plateau et ailleurs de dire qu'il se bat autant que nous contre le Rassemblement national et ses idées nauséabondes. Sauf que nous, on se bat contre le Rassemblement national avant les élections, pendant les élections et après les élections. Ce qui fait monter le Rassemblement national, c'est justement ces espèces de réflexes pavloviens, le Front républicain et le vote utile. 2 idées qui deviennent complètement toxiques pour le débat politique, puisqu'il n'y a plus de possibilité pour les citoyens de s'engager sur leurs convictions. Donc on se retrouve chaque soir de premier tour de telle ou telle élection à devoir savoir comment on va voter contre. Le Front républicain, pour nous, en l'état actuel des choses, c'est non. Maintenant, j'attends avec impatience de savoir quelle va être la réaction de M. Félizia et ce qu'il va nous expliquer sur le deuxième tour. C'est un véritable hiatus entre la France insoumise et le Parti socialiste. Entre autres, il n'y a pas que ça. Mais sur le Front républicain, là, il y a un désaccord. Sur le fait de l'abstention, on a dit la même chose quand même, parce que véritablement, on ne peut pas se réjouir de la situation ce soir. Moi, la position, elle est claire. Nous, on a toujours été du côté de la République et ce soir, je me suis exprimée du côté de la République. Par contre, ce sur quoi je suis d'accord aussi, c'est que s'il y a des clivages politiques, moi, je les trouve bénéfiques, c'est-à-dire qu'il y a projet contre projet, et on n'a pas eu cette campagne-là. Et ce qui me désole, puisque vous allez parler après, je ne sais pas si je serai encore sur le plateau, des élections cantonales, c'est que là, alors, au niveau départemental, c'est quand même des situations qui concernent les gens. C'est le handicap, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est toutes les questions de solidarité. Et on voit que malheureusement, il y a
pas forcément plus de votants. Donc effectivement, il faut balayer devant la porte des partis politiques et qu'on retrouve une vraie divergence politique dans le respect démocratique. Voilà. Merci beaucoup, Marianne Calot, d'avoir fait l'effort de rester plus longtemps que prévu avec nous. Nathalie. Thierry Bézard, place maintenant au direct. Je vous propose d'aller dans les Hautes-Alpes retrouver Lucie Robert. Lucie, est-ce qu'il y a des surprises dans ce département, on peut le dire largement ancré à droite? Pas vraiment de menace dans ce département, en tout cas du Rassemblement national. Oui, l'ancrage à droite se confirme avec des résultats qui cependant nous parviennent au compte-gouttes ici, tout simplement parce qu'on a manqué d'assesseurs dans le département, ce qui reflète aussi l'intérêt limité des électeurs pour ce scrutin. En tout cas, premier résultat favorable à la droite, vous l'avez dit, notamment à Briançon, où le maire élu l'année dernière, Arnaud Murgia, et son binôme Marine Michel devraient l'emporter dès le premier tour. Autre victoire au premier tour pour la droite, a priori celle de Marcel Cana et Valérie Garcin-Aimé, où ils affrontaient dans le canton de Guillestre le seul binôme Rassemblement national candidat dans le département. Par contre, il y aura a priori un second tour pour le président sortant du département, Jean-Marie Bernard. Il affrontera a priori au moins un binôme, celui du collectif Hautes-Alpes écologiques et citoyennes. Merci Lucie Robert pour ces précisions. Thierry Bézard, on l'a évoqué, l'abstention pour ce scrutin joue un rôle particulier. Christelle Lagier, 12,5% des inscrits pour être qualifiés au deuxième tour. Ça veut dire qu'avec un taux d'abstention comme celui que nous sommes en train de vivre, il faut avoir quasiment plus de 30% pour se qualifier au deuxième tour. Oui, tout à fait. Ça rend les triangulaires quasi impossibles et un scrutin extrêmement compliqué. Oui, et puis un problème de légitimité des élus aussi qu'on doit quand même poser. Après, si on regarde encore une fois les scrutins passés, je rappelle, Emmanuel Macron est élu au premier tour avec 15% des inscrits. Donc de toute façon, on est dans une logique de démobilisation des citoyens qui est très très forte et qu'on doit peut-être envisager autrement qu'au travers de questions de front républicain ou qu'au travers de questions qui sont répétées systématiquement. Il y a peut-être une réforme aussi de nos institutions qui doit être pensée pour arriver à mobiliser aussi des citoyens qui se sentent totalement désinvestis. Enfin, il y a un décalage très très fort entre les élites politiques dont on voit qu'elles réfléchissent à des stratégies et des citoyens qui de toute façon se mobilisent là très peu sur ce scrutin. Mohamed Ben Saada, aux dernières élections municipales, la gauche a décidé d'y aller unie à Marseille. En tout cas, avec ce fameux printemps marseillais, et le résultat a été gagnant, puisque Michel Rubirola puis Benoît Payan ont gagné la mairie de Marseille. Il y avait la France Insoumise au sein de ce collectif. Pour ces élections départementales, vous avez décidé de partir séparément. Ce n'est pas se tirer une balle dans le pied? Non, c'est un raccourci, pour être clair. Il n'y avait pas la France Insoumise avec le printemps marseillais aux élections municipales, ça je le répète encore une fois. Sophie Camard n'avait pas la France Insoumise. Suppléante, mais vous pouvez vérifier ses déclarations. Suppléante de Jean-Luc Mélenchon. Oui, d'accord, mais ça fait plusieurs mois qu'elle dit elle-même, et c'est pas moi qui le dis, qu'elle n'est pas à la France Insoumise et qu'elle est effectivement en Gérance. Donc voilà, c'est pas très compréhensible pour les électeurs, mais on ne va pas rentrer dans un débat qui, entre guillemets, n'intéresse peut-être que les... Non, si, c'est important. Je le dis clairement, non, Madame Camard n'est pas à la France Insoumise. Sur les départementales, vous me tendez la perche pour vous dire qu'effectivement, nous avions participé à une initiative qui s'appelait Il est temps et qui regroupait donc 11 partis de gauche, des collectifs citoyens, etc. et qu'on a été évincé avec les collectifs citoyens parce que effectivement, le printemps marseillais, qui est devenu l'union de la gauche et des écologistes et des citoyens, a préféré recentrer son positionnement. On voit le résultat du repositionnement au centre droit, avec Governatori qui s'en va juste quelques semaines avant les élections et qui faisait partie de ce rassemblement, ce que nous refusions. Et effectivement, on se retrouvait avec 15% ce soir. Moi, je le redis encore une fois, je peux qu'être consterné par la situation de la gauche. Il faut vraiment faire un ajournement définitif de la cave au grenier de la gauche, des valeurs qu'elle porte et de la direction qu'elle veut prendre, et se poser la question, avant même qu'on commence à parler de la France Insoumise, savoir si la France Insoumise a bien fait ou n'a pas bien fait, de se rappeler qu'en 2010, M. Vauzel fait 44% des voix et qu'aujourd'hui, M. Féliza en fait 15,2%. Et ça, c'est pas la faute de la France Insoumise. Sylvain Souvestre, vous avez des informations sur le scrutin départemental dans le département des Bouches-du-Rhône? Rien de figé, si ce n'est qu'il semble que Martine Vassal se détache sur la plupart des cantons, notamment hors Marseille, qui ont commencé à être dépouillés. Je rebondis juste sur ce que disait monsieur tout à l'heure. Je ne faisais pas de triomphalisme parce qu'avec la participation qu'il y a eu, personne ne peut le faire. Et d'ailleurs, je remercie l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés et les personnes qui ont tenu parfois dans des conditions difficiles. Ils ont du mérite. Et
Ce qu'il faut retenir, et je partage pour une fois ce que disait Madame Carlotti tout à l'heure, c'est que les départementales sont une élection de proximité. Ouais. On parle du bel âge, du sport, du handicap, et aujourd'hui, vraiment, les électeurs sont allés vers la personne qui avait un excellent bilan. Avant de redonner la parole à Nathalie Ramirez, juste un mot sur ce qui s'est passé ce matin à Marseille, avec des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir, un manque de matériel et de personnel. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Parce que votre secteur était particulièrement concerné. Sur mon secteur, il y avait quasiment une dizaine de bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir à temps. Le dernier a ouvert à 11h30, ce qui est vraiment inadmissible dans l'organisation d'un scrutin démocratique. On l'a vu, il y a une forte abstention. Quand les personnes font l'effort de se déplacer pour voter, qu'elles se trouvent empêchées, cela n'est pas possible dans la deuxième ville de France. Mohamed Ben Saad. Je le disais tout à l'heure, c'est une organisation calamiteuse, et là j'en veux particulièrement à M. Darmanin qui fait des moulinets tout le temps à la télévision et qui n'est pas capable d'organiser correctement une élection. Si, quand même, un petit peu. Si, en déléguant la distribution des circulaires à une société privée, à Rexon en l'occurrence, qui va en plus gérer les présidentielles, c'est juste inadmissible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a quand même eu 61 bureaux de vote sans président ce matin, à l'ouverture. Et un bureau, par exemple, à la Busse-sur-Lignes, qui a ouvert à 12h15. Donc, si on n'est pas dans un déni démocratique et dans une entrave à l'expression démocratique, on n'a plus beaucoup de leçons à donner à des pays du tiers-monde là-dessus. Nathalie Ramirez. Oui, je vous propose d'aller à présent dans le Var. On va écouter une réaction. Maurice Chabert, qui est le président sortant du conseil départemental du Vaucluse, il ne se représente pas. On l'écoute tout de suite. Je pense qu'on va vers une équipe qui pourra diriger, mais cette fois-ci avec un contrat. Et je pense que si tout le monde est d'accord lundi pour pour avoir le bon sens de s'opposer au Front National, parce que je pense qu'on va pouvoir gagner contre le Front National. Le Front National n'aura pas la majorité dans le département de Vaucluse. Thierry Bézère, on l'entend, la vague escomptée, celle du Rassemblement national, et l'effet Mariani ne va peut-être pas fonctionner, y compris pour les départementales. Absolument. Un mot sur la prime au sortant, Christelle Lagier. Est-ce que la gestion de la crise sanitaire par les collectivités locales, dont à peu près tout le monde est d'accord pour dire que ça s'est plutôt pas mal passé, ça a permis de creuser peut-être l'écart entre les sortants et les autres? Sans doute. Prime peut-être plus importante qu'en temps normal. Oui, on l'avait déjà constaté sur les municipales, où ça avait effectivement joué. Sans doute là aussi, peut-être parce que les élus ont été sur le terrain de manière un peu plus précise, et les citoyens ont pu aussi comprendre à quoi servaient finalement les institutions aussi. Donc sans doute, oui, que ça peut être analysé aujourd'hui au vu des résultats nationaux. Mohamed Ben Saad, vous souhaitiez rajouter quelque chose sur cette question-là? Juste que je n'étais pas d'accord sur le fait qu'effectivement Exprimez votre désaccord. Je l'exprime mon désaccord très clairement. Nous, au contraire, on a vu les citoyens s'organiser pendant la crise sanitaire, notamment sur la distribution des colis alimentaires, parce qu'il y a eu une explosion de la précarité et de la pauvreté dans notre pays, notamment à Marseille. Et c'était absolument pas Madame Vassal ou la majorité départementale qui a organisé la solidarité. Non, c'est les citoyens qui ont pris leur destin en main. Malheureusement, cette situation ne peut pas durer indéfiniment si effectivement les institutions ne répondent pas aux besoins des citoyens dans des conditions aussi terribles que celles qu'on a vécues. Il y avait eu le principe des vases communicants. C'est-à-dire qu'effectivement, pour la première fois, nous votions à la fois pour des élections régionales et départementales. Est-ce que les électeurs ont voté de la même façon pour les régionales ou les départementales, ou est-ce que c'est posé la question de savoir si on votait différemment en fonction de la proximité, effectivement, qui est celle du département? Alors la question est très compliquée. Je pense qu'il y a plutôt l'idée, il y a plutôt l'idée que les individus vont voter de manière relativement cohérente, surtout sur un scrutin comme ça où ils votent pour deux élections de manière concomitante. Maintenant, on sait aussi qu'on a des électeurs de plus en plus intermittents, on a des électeurs de plus en plus volatiles. Il se peut qu'ils aient dissocié leur choix, mais ça c'est quelque chose qui est assez difficile à mesurer. Il faudra mesurer ça. On va y réfléchir. D'observation intéressante. Allez, toujours au direct. Je vous propose d'aller maintenant dans les Alpes d'Haute-Provence. On va retrouver Véronique Bouvier qui est avec le président sortant.
Alors, non, nous ne sommes pas avec le président sortant. Il est pour le moment en direct avec une autre télé. Il va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais je peux vous donner de nouveaux résultats. Si vous voulez, nous avons une vision d'ensemble beaucoup plus large maintenant. Ce sera très serré entre la droite et la gauche. Certains cantons sont tombés dans l'escarcelle de la droite. Et pour le moment, nous serions presque à égalité entre les deux, ce qui veut dire que le conseil départemental, qui est à gauche depuis 1998, pourrait éventuellement basculer. Il nous manque quand même deux cantons importants, Manosque 1 et Manosque 3. Mais autrement, si vous voulez, il semblerait que la situation soit assez surprenante dans certains départements. En tout cas, la poussée de la droite qu'on avait vue, comme à Manosque avec Camille Galtier au municipal dernière, semble se confirmer dans ce département. Merci Véronique Bouvier. Puis si le président sortant revient vous voir, vous nous faites signe. Thierry Bézard, on l'entend, les Alpes de Haute-Provence, seul département à gauche en Provence-Alpes, et peut-être en passe de basculer à droite. Alors c'est un petit peu tôt pour le dire encore. Un grand chelem alors. Ouais. Ce sera un grand chelem. Vous vous en souvenez tous, Christelle Lagier aussi, lors des dernières élections départementales dans le département des Bouches-du-Rhône, mais pas que d'ailleurs. C'était le même schéma dans le département du Var. Les candidats du Rassemblement, les binômes du Rassemblement national étaient présents dans tous les cantons. Est-ce qu'on se dirige vers la même configuration ou pas? Est-ce que vous avez des éléments d'information qui nous permettre une projection sur ce que ça pourrait donner. Les premiers éléments démontrent que certainement les candidats du Rassemblement national, j'allais dire comme malheureusement à chaque fois, se retrouvent au deuxième tour. Ouais. Mais là où je ne partage pas l'avis de mon collègue, c'est que justement les résultats de ce soir démontrent que la prime est donnée à l'ancrage local. Comme à chaque fois, les candidats du Rassemblement national arrivent d'où je ne sais où. Ils n'habitent pas forcément le secteur où ils sont candidats. Pour la première fois, la majorité des candidats de la gauche unie pareil, débarquent sur des secteurs qu'ils ne connaissent pas forcément. Et donc forcément, prime est donnée aux élus qui ont travaillé, aux élus qui ont... Je parlais de bilan tout à l'heure, mais c'est exactement le cas, que ce soit pour Martine Vassal ou Renaud Muselier. Et je pense que c'est ce qui explique ce soir les excellents résultats. Mohamed Ben Saada, je vous laisse répondre oui. à cette question, mais c'est un peu le prolongement de la question que je vais vous poser. Martine Vassal a publié une tribune, 91 maires des priorité au direct, me dit-on. Thierry Mariani doit s'exprimer. Donc nous allons évidemment partir au Pontet immédiatement et puis évidemment on revient sur ce plateau juste après. Et on le voit, on l'aperçoit d'ailleurs sur ces images. Allez, il arrive à son QG. Il s'est fait attendre, Thierry Mariani. Allez, on va l'écouter. Ce soir, les électeurs se sont exprimés en Provence-Alpes-Côte d'Azur et nous ont placés en tête de ce scrutin au premier tour. Bien sûr, l'abstention massive est le fait majeur de cette élection dans notre région comme dans toutes les autres régions. Bien sûr, il apparaît clairement que c'est notre liste qui en est la première victime. Alors c'est à vous que je veux m'adresser ce soir, à vous qui, malgré votre rejet du système, peut-être même à cause de ce rejet, n'êtes pas allés voter. Vous êtes des dizaines de milliers, des centaines de milliers dans notre région à vouloir que ça change. Mais le changement, c'est aussi et avant tout votre responsabilité. Si à nouveau vous n'allez pas voter dimanche, alors nous continuerons avec les mêmes. Alors c'est le candidat du pouvoir, le candidat d'Emmanuel Macron qui sera élu. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez que notre région soit la seule, je dis bien la seule région de France à offrir
une victoire à Emmanuel Macron. Si à nouveau vous n'allez pas voter dimanche, alors rien ne changera dans notre région. Rien ne changera dans vos vies. Les violences continueront dans nos trains. Vous continuerez d'avoir peur pour vos enfants et petits-enfants lorsqu'ils vont au lycée. Nos entreprises, nos commerces, nos exploitations agricoles continueront à fermer les unes après les autres. Notre région sera toujours plus endettée, plus mal gérée. Et bien sûr, à la fin, vous le savez, c'est vous qui paierez. Tout ça n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Maintenant, c'est à vous de décider. Si vous n'allez pas voter dimanche, en donnant la victoire au candidat d'Emmanuel Macron, tout continuera comme avant. Si vous vous réveillez, si vous allez voter, alors un vrai changement est possible. Dimanche prochain, tout ne dépend que de vous. Ne laissez personne décider à votre place. Merci. Thierry Bézère, on l'a entendu là, un discours, on le voit, de déception. Il en appelle à se mobiliser et il fait bien sûr toujours les mêmes ressorts, la sécurité notamment, qu'il met en avant. La sécurité qui n'est pas un thème de campagne et qui s'est invité. D'ailleurs, tous les autres candidats étaient à la traîne, à la remorque de ces thèmes qui restent des thématiques régaliennes et qui se sont aussi invités dans la campagne des départementales, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, avec Martine Vassal, qui propose, si elle est élue, une prime de 300 € pour les gens qui s'équipent d'une alarme. Est-ce qu'elle ne dépasse pas son rôle on attend du département des mesures qui concernent le social, qui concernent les collèges, pas forcément 300 € pour s'équiper d'une alarme. Quel est votre sentiment ? Moi, mon sentiment, c'est qu'elle est parfaitement... Elle a raison de faire ça ? Elle a parfaitement raison. Elle est dans son domaine de compétence. On l'a vu, c'est le premier département, notamment, qui a mis en place une aide pour l'achat de vélos électriques ou de véhicules électriques. Non, mais ça, c'est une chose. Oui, non, mais je veux dire, en termes d'initiative, et que ce soit au niveau de l'écologie ou de la sécurité, c'est une première. Je pense qu'elle a parfaitement raison. Le département des Bouches-du-Rhône, en particulier Marseille, souffre d'un grave problème d'insécurité et d'une tension sous-jacente qui inquiète les habitants. Elle est dans son... On est là-dessus d'accord qu'effectivement il y a un problème d'insécurité sur beaucoup de territoires d'ailleurs, pas que au sein de notre région. Je vous donne la parole juste après. Est-ce que c'est le rôle du département collectivité locale de financer l'achat, l'aide à une alarme pour une installation personnelle? Écoutez, pour moi, c'est le rôle d'un responsable politique d'assurer la responsabilité des citoyens. On l'a vu, on a un vrai problème au niveau de la vidéosurveillance, notamment sur Marseille, où il y a un vrai blocage. Elle a proposé de l'aide à ce niveau-là. Vu que rien ne bouge, elle a parfaitement raison de proposer aux gens une aide financière pour installer une alarme chez eux. Mohamed Bensel. Non, bien sûr que non. Je m'inscris en faux total avec ce genre d'idée-là. D'ailleurs, c'est ça qui fait monter le Rassemblement national, parce que justement, on travaille sur toujours les mêmes peurs, les mêmes phobies. Moi, si Madame Vassal, mais je vous la poser la question, vous pensez vraiment... Comment fonctionne une alarme ? Elle se déclenche quand les délinquants rentrent dans la maison. Donc ça ne réduit en rien l'insécurité. C'est la même problématique. Ça va avoir un effet dissuasif. Non, absolument aucun, Monsieur Bézère. Ce qui combat l'insécurité réellement, c'est quand on traite les problèmes à la racine, en mettant de l'emploi dans les quartiers, en mettant de la solidarité, en remettant des services publics. C'est ça qui fait que collectivement, on passe à une société de la sûreté et non pas à une société où effectivement on passe toutes les élections sur le thème de la sécurité, alors que comme vous l'avez très justement rappelé, ça n'est pas une compétence régionale ou départementale. Donc on est clairement à côté de la plaque et on fait de la politique cosmétique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tout à l'heure, Madame parlait des institutions qu'il faudrait... Donc moi, en tant qu'insoumis, bien sûr, j'aspire à la 6e République. Il faut une constituante, il faut changer ces règles-là. Mais les génies du mal qui ont pensé l'élection départementale avec 12,5% pour des inscrits pour passer le tour à l'époque, ils ont fait ça parce qu'effectivement, c'était une plafond de verre. Non, c'était le plafond de verre pour le FN à l'époque. C'était ça, en gros. Ils se disaient, il n'y aura jamais le FN. Sauf que vous posez la question de savoir si le Rassemblement national était là, aujourd'hui, l'étau s'est refermé.
Et c'est en faisant ce genre de logique qu'on se retrouve dans des situations comme celle de ce soir. Court, c'est la question que je vous posais tout à l'heure avant que Thierry Mariani prenne la parole. 91 maires sur 119 ont signé une tribune de soutien à Martine Vassal. C'est considérable. 91 maires sur 119 dans le département des Bouches-du-Rhône. Parmi eux, des gens de La République En Marche ou d'anciens socialistes, proches entre autres de Jean-Noël Guérini. Est-ce que la gauche, alors peut-être pas la vôtre de gauche, mais est-ce que la gauche, d'une manière générale, n'a pas un vrai problème de positionnement ? Oui, clairement. Il faut s'assumer à gauche en refaisant effectivement ce que je vous ai dit tout à l'heure, un véritable débat de fond et une véritable introspection sur ce qu'est la gauche à l'heure où on parle. Ce soir, la gauche, c'est pas moi qui ai théorisé les gauches irréconciliables, et à la limite, c'est ce à quoi on aboutit avec cette régionale, où effectivement, la gauche radicale qui aurait envoyé des élus, qui aurait obligé l'union de la gauche et des écologistes à tenir leurs promesses vis-à-vis des citoyens, a été évincée de la même manière que les collectifs citoyens. Et donc oui, il y a un problème existentiel et un problème mortel pour la gauche. Je fais une parenthèse régionale. Le PC1 appelle Jean-Laurent Félizy à se désister. Donc évidemment, c'est un point, ce fameux Front républicain, on n'a pas fini d'en parler ce soir, sur lequel nous reviendrons. Même question, Sylvain Souvestre. Quand Renaud Muselier, effectivement, on l'a évoqué au début de cette tranche, a décidé de composer sa liste avec des sympathisants de La République En Marche, ça a fait un pataquès pas possible. Quand on regarde la liste de Martine Vassal, on est sur quasiment le même schéma et personne n'a rien dit. Pourquoi cette différence de traitement ? Je pense surtout, c'est l'annonce qui a été faite par le Premier ministre. Depuis quand un Premier ministre se mue en patron de parti politique ? Il n'avait pas à aborder le sujet. Cela a été le cas sur d'autres régions, on en a un peu moins parlé. Moi, je voulais revenir sur la question que vous avez posée à monsieur, notamment sur la tribune. Elle est importante, ma question, quand même. Tout à fait, mais ça va rejoindre ce que je dis. Sur la tribune des maires qui ont soutenu Madame Vassal, les maires sont des élus de proximité. Ils veulent que ça se passe bien. Et vous l'avez bien souligné, quelles que soient les étiquettes politiques, ils ont apporté leur soutien à Madame Vassal. Et comme on le dit souvent, au premier tour, on choisit. Je crois que les électeurs ont clairement choisi le bilan et le Monsieur travail. Perrin, qui se présente dans le canton d'Aix-2, qui montre sur notre plateau sa carte des Républicains et qui est allié, son binôme, c'est une personne de La République En Marche. Ça vous pose pas de problème ? Moi, ce qui me pose problème, en fait, c'est les partis qui... Pardon. Rapidement, j'en prie. C'est les partis qui ne sont pas lisibles aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, c'est les candidats hors sol, que ce soit le Rassemblement national ou l'Union de la gauche. On l'a vu tout à l'heure. Nathalie Ramirez. Oui, quelques résultats qui nous parviennent. On part tout de suite dans le Vaucluse. On regarde ces résultats avec la ville du Pontet. La ville du Pontet, donc Rassemblement national qui confirme son ancrage sur ce canton. 59,83% pour Daniel Brun et Joris Ebra. Ça s'affiche 40% pour le divers gauche, Philippe Pascal et Fabienne Vera. Voilà pour le binôme. On reste dans le Vaucluse et on s'intéresse à Pertuis. Pertuis dans le Vaucluse, où là, c'est le binôme Jean-François Lovisolo et Noël Trinquier du Parti Socialiste qui arrive en tête avec 45,77%, non, 45,8%. En deuxième position, vous le voyez, Jade Escoffier du Rassemblement National et Raymond Mathieu. Ensuite, on part dans les Bouches-du-Rhône. On va à Istres, avec la ville d'Istres, Jean Etch et Nicole Joulia, Parti Socialiste d'hiver gauche, qui sont en tête avec 49,9% et 50%. On arrondit. Istres qui est un bastion de gauche, donc pas vraiment de surprise. Dans les Alpes de Haute-Provence, allez, à la volée, on part à Sisteron, au Robarguet, Isabelle Morino de LR, donc les Républicains sont en ballottage favorable avec 45,9% des voix. On continue dans les Alpes d'Haute-Provence. Valençol, Véronique Bouvier nous en a parlé tout à l'heure. Les Républicains sont là aussi en tête avec 37,69%. Les Alpes d'Haute-Provence, normalement, la gauche, c'est le seul département de gauche de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On reste dans les Alpes d'Haute-Provence avec Oraison, Marie-Claude Bruzard et Benoît Gauvin du Divers Centre sont en tête avec 33,9% des voix.
On continue avec Manosque, Camille Galtier et Laurie Sardella en tête pour les Républicains avec 41,1% des suffrages. Voilà, pas de grosse surprise. Allez, un dernier résultat, toujours dans les Alpes-de-Haute-Provence, Châteauarnoux-Saint-Auban, avec le candidat d'hiver gauche et Parti communiste français, Lilia Desjardins et René Villard qui arrive en tête avec 42,2%. Voilà pour cette première salve de résultats. On va revenir sur les élections régionales avec Isabelle Bonnet qui est en duplex avec nous. Bonsoir Isabelle, est-ce que vous m'entendez ? Ok. Oui, bonsoir, je vous entends très bien. Je vous entends, je vous vois, donc tout est parfait. Les dernières estimations de 9, presque 3% pour ce premier tour des élections régionales. C'est beaucoup mieux qu'en 2015. Est-ce que vous considérez que c'est un résultat satisfaisant pour Lutte ouvrière, qui est le parti dont vous êtes la tête de liste ? En tout cas, c'est un résultat en légère progression, comme vous le disiez, et qui prouve la permanence du courant de contestation sociale que nous incarnons depuis des années et qui existe bel et bien. Qu'est-ce que vous allez faire, Isabelle Bonnet ? 3% des voix, c'est pas rien. Qu'est-ce que vous allez dire à vos électeurs cette semaine ? D'aller aux urnes dimanche prochain et si oui, de voter pour qui ? Alors, vous savez, il y a quand même 2 électeurs sur 3 qui sont tellement écœurés, qui ne se sont pas déplacés au premier tour. Écoutez, nous, ce que nous avions à dire, le programme de lutte que nous défendions, c'est au premier tour qu'on pouvait se compter dessus. Au deuxième tour, nous avons 2 coteries politiques qui sont toutes les 2 des adversaires du monde du travail et qui toutes les 2 vont, dans la période qui arrive et dans la crise économique qui s'aggrave, continuer à mener une politique anti-ouvrière. Donc nous nous retrouvons ni dans l'un ni dans l'autre. Donc vous resterez à la maison, enfin vous resterez chez vous dimanche, si j'ai bien compris, si je traduis vos propos. Personnellement, j'irai voter blanc. Et voilà, les électeurs qui ont voté pour nous feront peut-être le même choix ou s'abstiendront. En tout cas, aucun de ces hommes politiques ne mérite justement qu'on lui apporte une petite contribution, parce qu'il faut qu'on se prépare au contraire à se défendre. Et pour se défendre, il faut vraiment que ce soit sur le terrain de la lutte de classe, sur le terrain de la lutte sociale. Merci beaucoup Isabelle Bonnet d'avoir été en duplex avec nous. Isabelle Bonnet, tête de liste pour le parti Lutte ouvrière pour ces élections régionales. Je reviens sur les lignes qui bougent, des candidats de La République En Marche, un coup à gauche, un coup à droite, des candidats de gauche qui rejoignent des partis de droite. Est-ce que l'électeur n'est pas la première victime de cette espèce d'imbroglio où plus personne n'y comprend rien ? Si on a parlé de clarté, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, savoir où se trouvent les candidats, qu'ils soient à peu près toujours à la même place, qu'ils ne cachent pas non plus leurs étiquettes. On l'a remarqué aussi sur les municipales, ça crée des confusions. Donc on est là, à chaque fois qu'on tient des frontières étanches entre les formations politiques, les individus arrivent à se positionner. Après, il y a toute une question d'éducation politique, d'éducation citoyenne qu'on laisse complètement de côté. Aujourd'hui, on parle très peu politique dans les familles, on n'en parle plus dans les collectifs de travail. La politique n'est pas au centre en fait de la vie des citoyens. Donc rappeler les gens pour voter à échéance régulière, finalement, ça produit de moins en moins d'effets quand ils n'ont pas le sentiment que ça influence leur vie. C'est l'une des explications de ce taux d'abstention. Phénoménal, oui, tout à fait, oui. Sylvain Sylvestre, sur les Républicains, le choix qui était loin de faire l'unanimité de Renaud Muselier, est-ce que ça va déclencher une vraie réflexion sur la ligne à suivre chez votre parti ? Écoutez, moi je pense que quand on est... Parce qu'il y a quand même, on parle de gauche irréconciliable, mais il me semble qu'au sein des Républicains, il y a aussi des lignes de fracture qui, elles aussi, sont irréconciliables. Écoutez, je pense que ça, un point sera fait après le deuxième tour, mais quand on est responsable d'une collectivité, on se doit de parler à tout le monde. Voilà, pour répondre aux besoins de tous. Pour répondre tout à l'heure à la première question que vous m'aviez posée sur les soutiens, notamment auprès de Martine Vassal, elle n'est pas responsable des personnes qui spontanément viennent la soutenir. Elle n'a pas fait d'accord d'appareil. Non, mais c'est elle qui les choisit quand même.
Elle n'a pas fait d'accord d'appareil. Si les personnes sont venues spontanément pour la soutenir, et on parlait de la tribune des maires tout à l'heure, ça prouve justement la qualité du travail qu'elle a fait. Concernant les Républicains de manière plus large, on voit aujourd'hui, et c'est ce que je disais en préambule, qu'au niveau national, que ce soit Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez, ils arrivent en tête très largement, et ça montre à nouveau que les Républicains sont toujours la première force politique. Mais le choix de Renaud Muselier, il était idéologique ou stratégique ? Je pense qu'il a dit qu'il était stratégique dans la mesure où il a dit qu'il prenait les meilleurs dans leurs fonctions. Il a clairement dit que c'était une liste Les Républicains. Il est le président de la Fédération des Républicains. Certes, il y a quelques personnes de La République En Marche sur sa liste qui sont assez loin placées d'ailleurs, mais il a bien dit c'est une liste Les Républicains. Cette recomposition politique, le fait que les lignes le bougent, ce devoir de peut-être remettre les choses à plat, ça sera le défi de la gauche de demain très rapidement, parce qu'on arrive au terme. Je crois que c'est un défi de la gauche et de la droite. Je crois que le macronisme a fait exploser les lignes de clivage. Alors avec M. Souvestre, on est à peu près d'accord sur rien, mais ça n'empêche pas la courtoisie républicaine. Et pardon, si j'ai le temps, la tribune œcuménique de Mme Vassal prouve une seule chose, c'est que si à 90%, ou je ne sais pas combien vous avez cité le taux... 91 sur 119. Voilà, 91 sur 119, donc ça fait un taux énorme d'élus qui soutiennent cette tribune-là. Ça prouve surtout leur déconnexion avec le peuple, parce qu'il n'y aura pas 90% de Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Nathalie, on se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure ? Une petite quinzaine de minutes. C'est le national qui reprend. À tout de suite pour de nouvelles réactions et de nouveaux résultats.